Ok, bonjour à tous. Moi, je suis Briac Olivier. Je voudrais remercier déjà l'équipe de Curiosity de pitcher pour ce premier rendez-vous sur le food et sur la food tech. C'est un plaisir de pouvoir poser aujourd'hui d'essayer de poser quelques jalons concernant le food aujourd'hui avec vous. L'idée, c'est qu'ensemble, je pense, dans cet exercice, on essaye de poser des questions, on essaye de poser des enjeux et qu'on puisse aussi en discuter tout à l'heure autour d'une petite bière ou de quelques cacahuètes. Alors, moi, pour ma part, hop, voilà. Je vais commencer par demander pourquoi est-ce qu'on va essayer de travailler, pourquoi est-ce qu'on va parler du food. On va parler du food et pas de l'agroalimentaire parce qu'aujourd'hui, le food, c'est l'alimentation, c'est 3 600 € par an et par consommateur. Ça fait un marché qui a 232 milliards d'euros sur des circuits de distribution assez hétérogènes, l'artisanat, la distribution et la restauration. Et ces trois univers, aujourd'hui, ils sont en train de se confondre. C'est-à-dire qu'on était très en silo jusqu'à maintenant. On avait des acteurs de l'agroalimentaire, on avait des acteurs artisanaux, on avait des acteurs de la restauration. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de bouger très, très fortement. Et moi, mon point aujourd'hui, je vais prendre tout à l'heure l'exemple du petit tuyau, mais ça va être de dire que le tuyau, il explose. Et il y a des accès aux consommateurs qui sont un petit peu dans tous les sens. Pour pitcher ça, j'avais envie de vous dire 2-3 choses sur l'environnement dans lequel on évolue dans le food. Le premier point, c'est qu'il y a des attentes très nouvelles de la part du consommateur. Pour faire simple, on dit consommer moins pour consommer mieux. Celui qui le dit, c'est Thierry Cotillard, c'est le président du conseil d'administration d'Intermarché. J'ai pas envie d'aller trop loin dans le détail de l'explication des comportements du consommateur parce qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus et vous en savez déjà probablement beaucoup. J'ai juste envie de prendre quelques exemples. Le premier exemple, c'est le craft. Donc on est très fortement aujourd'hui dans une consommation de choses très artisanales, très craft, très dans l'origine, dans la naturalité. On est également dans la consommation de choses très naturelles, très sans additifs. Ça, c'est des choses qui vous parlent et sur lesquelles il n'y a probablement pas de difficulté. Et on est sur des consommations qui sont des consommations de régime, des consommations personnalisées, de plus en plus. Donc il y a cet environnement d'attitudes qui sont en train de changer, des attitudes de consommation qui sont en train de changer assez fortement. Encore une fois, je ne fais pas le tour de l'intégralité des changements de consommation, mais ce que je veux dire, c'est que ça change et il y a des indicateurs assez lourds qui font que le consommateur il va changer son mode d'achat. C'est en train de changer également au niveau de nos usages. Les usages, évidemment, par le digital. Aujourd'hui, la pénétration du smartphone, c'est 65% de la population française. On est 85% à utiliser Internet. Sur ces 85%, 20% des gens achètent de l'alimentaire en ligne. Donc on est en train de changer complètement nos usages. Aujourd'hui, quand on a faim, alors ça c'est les États-Unis, mais c'est probablement bientôt chez nous, on le dit sur Twitter. Ça c'est les itérations de I Want Pizza sur Twitter entre minuit et midi. Mais du coup, nos relations au quotidien avec les objets, elles sont en train de complètement changer. Et ça impacte évidemment tous nos usages. Ça va évidemment impacter aussi des usages qui vont être les usages de consommation, les usages d'achat. Le drive aujourd'hui, c'est 4000 établissements. Nicolas, tu avais envie de me dire un truc? Tu parles à quelqu'un qui faisait du bruit, là? Le drive, c'est 4000 établissements aujourd'hui en France. Il y a plus de drive en France que d'hypermarchés. Un autre exemple d'accès différent aux consommateurs, c'est les box. Les box, c'est 600 000 abonnés aujourd'hui, fois 23 € de panier moyen par mois en gros. Donc vous faites rapidement un chiffre d'affaires. Mais c'est devenu également un mode d'accès aux consommateurs et un mode d'achat de son alimentaire qui devient important. Le drive, justement, il est en progression. Ça, c'est l'évolution des différents circuits de distribution en alimentaire. Le hard discount qui se casse la figure, les hypermarchés qui se tiennent, la proximité à plus 5% en gros, et ici, le drive à plus 10%. Donc, on est en train de changer la façon dont
dont on a accès également aux produits par la distribution. Aux États-Unis, les perspectives de développement de la commande en ligne, elles sont en train de, elles explosent et elles sont très très fortes. On se dit aux États-Unis qu'à partir de 2023, les commandes en ligne de produits alimentaires, ce sera 12 à 16% du total alimentaire. Donc ça, c'est également un élément qui change, hein. Les attentes du consommateur, ses usages au quotidien, son accès à l'achat des produits, et puis évidemment, on a l'accès à l'information. Aujourd'hui, la communication, c'est principalement Internet, c'était principalement la télévision jusqu'à l'année dernière. En prospectif, ce qu'on se dit en 2019, c'est que Internet va devenir le premier média de communication, enfin d'investissement de la part des marques, et en particulier des marques agroalimentaires, ou des marques alimentaires en général. Donc du coup, Internet dépasse la télé sur l'accès à l'information vis-à-vis du consommateur. Le conso, il va également chercher son information directement. Toutes les requêtes liées au food sont les troisièmes requêtes chez Google. Après les requêtes liées au sport, les requêtes liées au voyage. Donc on va aussi chercher de l'information sur l'alimentaire. On n'est plus dans un circuit très descendant où la télé, elle te dit ce qui se passe sur le produit, elle te dit ce que fait le produit. On remonte, on va chercher l'information et ça c'est aussi très très différent. Quand on a besoin d'informations sur un produit, on va aussi chercher Yuka. Yuka, 1,5 million de téléchargements. Donc ça, c'est une autre modalité encore d'affirmation des bénéfices et puis de l'offre de la marque qui est extrêmement nouvelle. Ça change. Un autre élément à titre un peu anecdotique, c'est celui-là, je l'aime bien parce que c'est l'histoire de ce type à Londres qui maîtrisait très très bien les critiques gastronomiques sur TripAdvisor, qui en a fait avec ses copains une centaine. Et il a majoré, grâce à ça, le classement des meilleurs restaurants londoniens sur TripAdvisor. Et à partir de ça, il a ouvert un resto. Donc demain, si ça vous intéresse, en format MVP avec Curiosity, on fait un gros buzz autour d'une marque en alimentaire, et ensuite, on lance la marque. Lui, c'est ce qu'il a fait. C'est aussi ce qu'a fait Glossier, cette marque de cosmétiques que vous connaissez peut-être aux US et qui était rachetée par L'Oréal. Mais du coup, là, on est à nouveau sur un nouveau mode d'accès aux consommateurs dans la communication qui est très différent, très très nouveau. Dernier point qui est en train d'évoluer, c'est la tech, évidemment. Et là, ce qu'on va se dire, c'est qu'en gros, on est en train de rentrer dans une nouvelle génération. Il y a une dame très bien qui est enseignante à l'école de commerce de Dijon qui raconte qu'en gros, on était dans une mutation industrielle jusqu'aux années 80 qui consistait à faire de l'automatisation. On était dans les années 90 sur de l'échange d'informations. Et là, c'était la grande période de l'EDI. Et aujourd'hui, on est dans le numérique sur tous les produits. Donc, on est sur des produits augmentés. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir avoir une offre produit qui va aller largement au-delà du produit. On va être vraiment sur un produit augmenté. Un exemple de ça, et là je m'inscris un peu dans la transition numérique, c'est le nouvel entrepôt mis en place entre Monoprix et Ocado. Donc ils ont signé un accord fin 2017 pour que Ocado prenne en charge la mise en place d'un nouvel entrepôt food pour Monoprix, grâce à la maîtrise d'Ocado du numérique et de son savoir-faire, en particulier en technologie. Et là-dessus, et je suis content qu'on ait des interventions sur ce thème, le point clé, c'est le big data, c'est la maîtrise de la donnée et le nombre d'itérations d'informations consommateurs, d'informations expériences qu'on va pouvoir remonter à la production, qu'on va pouvoir remonter aux gens qui génèrent les produits. Mais ça, on aura des choses tout à l'heure un peu plus en détail là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'échange qu'on pouvait avoir aujourd'hui, c'est de dire on a des mutations fortes donc, au niveau du consommateur, hein, au niveau de ses attentes conso, de son accès, de l'accès du consommateur à l'achat, de l'accès du consommateur à la distribution, et également, il y a un environnement numérique qui est en train de changer. Ça amène à bouger très très fortement le modèle historique en place dans l'alimentaire. Et à titre d'exemple, j'ai voulu essayer de décortiquer un petit peu la façon dont on concevait un produit de grande consommation, un produit de grande marque dans l'agroalimentaire. Mon exemple, c'est la Danette. Et historiquement, pour réussir un lancement et pour réussir le lancement d'une Danette, il y avait des facteurs clés de succès de ce produit alimentaire. Il fallait qu'on ait un prix facial entre 2 et 5 euros.
Il fallait qu'on ait une note organoleptique à 7 sur 10. Il fallait qu'on ait une certaine visibilité en rayon, qu'on fasse de l'impact, qu'on ait un code couleur qui soit fort. Il fallait qu'on ait un niveau de pression commerciale assez fort pour couvrir le territoire français en particulier. Il fallait imaginer au moins 15 commerciaux. Un niveau de support télé, pour les gens du métier, ça leur parlera. Un niveau d'investissement GRP, typiquement sur des spots de 30 secondes. Il fallait qu'on soit idéalement sur l'utilisation d'une célébrité en télé. Et on était en distribution nationale, en hyper et en supermassé. Et ça faisait mon petit tuyau là. Et c'est-à-dire que pendant 20 ans, peut-être 30 ans, on a vécu sur ce petit tuyau. C'est-à-dire qu'on a configuré tous les produits sur ce modèle-là, avec ce type de prix facial, avec des notes organo à 7 sur 10, avec toute cette équation. Et ça rentrait dans le petit tuyau. Et ça, c'était la modalité d'accès au consommateur. Et vous avez vu que sur mon petit tuyau, il y en a un autre à côté. Ça, c'est un modèle qui a émergé dans le début des années 90, qui pèse aujourd'hui 30% de l'activité en grande distribution. Vous savez ce que c'est? C'est la marque distributeur. Donc la marque nationale, elle rentre là, la marque distributeur, elle rentre là. Ça, c'est mon tuyau. Et ça, en gros, ça pèse quasiment 50% de l'activité de l'alimentaire. Donc ça crée 50% en termes de part d'estomac, quasiment, de ce qu'on achète. Et ce modèle aujourd'hui, avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport aux attentes consommateurs, par rapport aux nouveaux accès aux médias, nouveaux accès à l'achat, ce modèle, il est en train d'exploser. Et peut-être le premier qui a explosé ça. Enfin, c'est en train d'exploser parce qu'il y a toutes ces interférences au niveau attente consommateur, il y a toutes ces interférences au niveau communication. Les premiers qui ont fait ça et qui ont fait exploser ce modèle très linéaire, ces gens-là, je les ai ramenés. Ils sont là. Donc ça, c'est peut-être le papa, le dinosaure de la food tech. C'était la Coref. Parce que ça a été créé en 85 et complètement à contre-courant de toutes les bières industrielles, complètement à contre-courant de tous les cycles, les gens de Coref se sont dit, on va aller voir comment les Gallois brassent de la bière et on va aller faire une bière craft. On va aller faire une bière essentiellement dans les circuits, dans les bars. On ne va pas aller en grande distribution, on va faire un anti-Cronenbourg et c'est là-dessus qu'on va construire notre business. Et ils l'ont fait, et derrière, on a eu la Brite, et derrière, on a eu toute la réémergence qu'on connaît aujourd'hui des bières de spécialité dans l'univers de la bière. Aujourd'hui, les bières spéciales, c'est 27% du marché de la bière en France. Et ça, c'est de la food tech. Donc ça, c'est du MVP, les gars. Ça, on peut y aller. C'est ma mauvaise bouteille, mais super mix. Et ces gens-là, ils ont cassé le modèle historique. Il y en a d'autres qui l'ont fait derrière, c'est ces gens-là, les Brace Cola, super improbable. Coca-Cola, comment les détrôner, un truc impossible. Ils l'ont fait avec un modèle où ils sont présents uniquement régionalement, avec un modèle sans télé, avec un modèle de pression commerciale certainement en Bretagne, mais ils ont quand même réussi à le faire. Et eux, ils ne sont pas rentrés dans mon tuyau, ils ne sont pas dans ma référence, ils sont rentrés complètement à côté. Et ça a commencé par ce cycle-là. Et je peux aller un petit peu plus loin. Mais ce que je veux dire, c'est que le consommateur qui veut plus de contenu, plus de sens et plus de services nous a fait casser ce tuyau. Je vous ai donné l'exemple de ma Coref, l'exemple du Brace Cola. Aujourd'hui, pour revenir sur des choses un petit peu plus classiques, enfin plus proches, le modèle auquel on ne peut pas échapper en ce moment, c'est le modèle de « c'est qui le patron ?» Et là, on est vraiment sur un nouveau modèle, beaucoup plus disruptif. C'est un modèle où on parle de prix d'achat du lait. On n'avait jamais parlé de ça jusqu'à maintenant. Ça n'intéressait personne. On parle de qualité et d'origine du lait. On parle de co-construction de produits. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de pub. Il y a beaucoup de relations presse, de réseaux sociaux. Il n'y a pas de force de vente. Ce produit, il est complètement atypique, sauf qu'en un an, il est passé de 0 à 20 millions d'euros en termes de chiffre d'affaires. Donc là, on est typiquement sur un blockbuster, sur un modèle de grande distribution, sauf qu'on est passé complètement à côté de mon tuyau. Et ça, c'est de la food tech. Agricool, de la même façon, on casse complètement le tuyau. On est sur une nouvelle agriculture urbaine, donc on est même sur un autre mode en amont de production. On est sur la co-construction de produits, pas de télé, pas de pub, les réseaux sociaux, de la création d'une communauté, une distribution multicanale. On est sur un nouveau modèle.
Ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, dans l'alimentaire, alors qu'on était sur un schéma très très normé, on est sur un schéma avec plusieurs tuyaux, vraiment explosé. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le food, il y a la restauration, l'artisanat, la distribution, mais ça devient complètement mixé. Les artisans, ils peuvent très rapidement devenir masse et grossir. Les gens de la restauration viennent dans la grande distribution et on peut faire l'inverse. Donc aujourd'hui, on a toute une somme d'offres et c'est en train de changer et de perturber très très fortement le système de création de la valeur. Alors, est-ce que cette histoire, elle a un impact en fait? Et en particulier, je pense aux gens qui pourraient travailler dans les grosses entreprises agroalimentaires. Est-ce qu'elle a un impact pour eux? Est-ce que c'est signifiant? Assez fortement, oui. Alors, on va regarder ce qui s'est passé aux États-Unis en particulier. Le marché des yaourts, c'est 7 milliards d'euros, 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis. Les grandes marques ont perdu 19% de points de part de marché en l'espace de quelques années sur ce secteur-là. Et elles ont été, ces 19 points de part de marché perdus, elles l'ont été par des marques émergentes, des marques qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc oui, sur les yaourts, il y a un enjeu de quasiment 20 points de croissance pour un certain nombre d'acteurs. Sur le café, c'est la même chose. Les grands acteurs ont perdu 7 points de part de marché et les petits acteurs ont perdu 11 points de part de marché. En France, en ce moment, dans l'ultra frais, donc dans les yaourts, pour y revenir, voilà ce qui est en train de se passer. Ça, c'est les leaders. Les leaders, au cumul, ils perdent 3,4% d'activité, de valeur. La marque distributeur, évidemment, elle est, comme dans mon tuyau, elle est associée au leader, elle est en train de plonger aussi. Donc elle stabilise, elle part en vrille, enfin, elle tourne comme les leaders, elle ne sait pas que faire. Par contre, ceux qui font de l'évolution, qui font de la croissance, sont les alternatives, c'est les petites marques, et même les très petites marques, qui gagnent 11% en évolution cette année. Donc le mouvement qu'on a vu aux États-Unis avec nos gros acteurs qui dévissent et nos petits acteurs qui augmentent, il est en train de se passer là sur le marché du yaourt. Donc c'est une histoire qui nous concerne. Et du coup, la question, ça va être de se dire comment est-ce qu'on fait pour générer, pour recoller à cette dynamique, et comment est-ce qu'on fait quand on est une grosse entreprise ou bien même quand on est habitué à des processus d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour coller à cette dynamique? Moi, j'ai juste envie de vous dire qu'il y a des changements qui vont être importants. J'ai pris quelque chose de très très simple ici, j'ai pris ma danette et j'ai pris la structure, la chaîne de valeur de ma danette. Sur 100 euros ou bien sur 1 euro de danette que je vais acheter, je me place sur une base 100, il y a à peu près 30% qui va aller sur la distribution, 3% en logistique, 6% en commercialisation, 11% en communication et marketing, 10% en prod, etc. etc. Aujourd'hui, la R&D, elle va être très fortement perturbée. On en reparlera tout à l'heure. La communication et le marketing, sur C'est qui le patron, aujourd'hui, elle est à 6 points. Donc là, ça va changer très très fortement. La commercialisation et la logistique ou la distribution, elle va aussi évoluer de façon très significative. Quand on est chez Agricool, on va se passer évidemment des frais de distribution. Ça fait tout de suite 30 points qui vont être à repositionner ailleurs dans la chaîne de valeur. Donc ce qu'on s'est dit tout à l'heure par rapport à ces modèles qui changent, va également faire changer toute la construction de l'offre et toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont rentrer. Il y a des gens comme Frigo Magique qui vont faire de la proposition de service et qui vont se mettre ici, qui vont aller prendre une part de cette chaîne de valeur. Il y a des gens comme C'est qui le patron qui vont dire bah, nous, la matière, on va augmenter ce 35 points. Et tout ça, ça va être très bouger. Ça va bouger très fortement alors que c'était très normé. Donc ça veut dire qu'on est sur des nouvelles dynamiques de métiers. Ça veut dire qu'on est sur des nouvelles dynamiques d'investissement également pour les dirigeants. Et ça veut dire aussi qu'on est sur des nouvelles dynamiques de processus d'innovation. Donc dans ce contexte, peut-être pour finir, alors ça c'est juste un point qui permet quand même d'illustrer cet élément. Je voulais juste mettre en regard, voilà, on va le faire plutôt comme ça, l'investissement qu'ont les acteurs traditionnels de l'alimentaire dans la R&D, moins de 2% par rapport aux investissements qu'ont les gens de la tech dans la R&D, 13%. Donc du coup, ça veut dire que mon schéma ici, au niveau de la R&D, va être très fortement bouleversé. Ici, ça va augmenter très fortement et on va créer beaucoup plus de valeur grâce à ta R&D.
Alors, pour terminer, l'impact que ça peut avoir au niveau, au niveau de notre environnement, puis au niveau de nos boulots. Il y a aujourd'hui l'émergence d'un certain nombre d'incubateurs et de gros acteurs qui se positionnent sur la food tech pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Là, j'ai mis l'image de Chobani, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui se positionnent là-dessus, des acteurs en région, alors, à Paris, à Dijon, où là, j'ai des acteurs aux États-Unis, et il y a beaucoup d'événements qui sont en train de s'organiser également autour de ça. Et peut-être que j'ai juste envie de vous dire, pour conclure, c'est que cette structuration de l'Ox très différente va avoir un impact sur nos choix d'investissement, va également avoir un impact sur les modes de développement projet dans le food. On va mettre plus de R&D, on va mettre plus de tech, on va mettre plus d'usage, évidemment plus de contenu, et ça, on va peut-être pouvoir le mettre en place via des partenariats. Et le dernier point sur lequel j'ai envie de conclure, c'est que nos processus d'innovation doivent prendre en compte plus de paramètres et être moins normatifs. Donc tout ce foisonnement, ces générations d'idées et toute cette obligation d'agilité, d'itération va être à prendre en compte dans les processus d'innovation. Et moi, ce qui m'a semblé intéressant dans cet événement aujourd'hui, c'est de se dire que travailler et essayer de pitcher, essayer de faire des choses sur une modalité LVP avec les gens d'Unity, ça peut être intéressant. Et ça peut apporter des solutions à ces problématiques de réinvention de l'innovation qu'on va avoir dans l'agroalimentaire. Parce que notre tuyau, hop, il est en train de casser, on va en avoir plein, mais pour réfléchir à ces nouveaux process dans un monde qui est ultra normé, dans le monde de l'agroalimentaire qui est ultra normé, il va falloir qu'on utilise de la méthode. Et je trouve que ces solutions, elles peuvent être intéressantes. Donc je serais très content qu'à la fin de cette journée, on puisse trouver des thèmes à démarrer sur un mode MVP, sur des thèmes agroalimentaires dans lesquels on va intégrer de la tech. Et pour moi, c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui également. Merci.